l'année. Donc ça sera l'avant-dernier défi. Voilà, il reste encore cette semaine et la semaine prochaine. Après on passe à autre chose. C'était vraiment pour cet été quoi, faire une petite série de l'été tous les mercredis soirs. Donc alors cette fois-ci on a un défi de Arthur. D'après ce que je vois, Arthur nous lance un défi de 20 titres de films. Donc le but c'est d'en avoir vu au moins 11 pour relever son défi ou de me battre moi d'en avoir vu plus que moi. On va commencer donc avec Les Rivières Pourpres. Les Rivières Pourpres avec Vincent Cassel et Jean Reno. J'ai fait un petit mélange. Les Rivières Pourpres, donc c'est un film policier, c'est un thriller que j'ai vu même au cinéma, c'est vrai. Super film, vraiment, c'est un très très bon film français, super bien réalisé. Mathieu Kassovitz, j'en ai vu plusieurs de lui, dont La Haine et tout ça, mais Les Rivières Pourpres, c'est vrai que c'est un super film. Donc c'est un meurtre, c'est le commissaire parisien Pierre Niemans qui se rend dans les Alpes pour enquêter sur le meurtre d'un étudiant de l'université de Guernesey, dont le corps a été horriblement mutilé. Voilà, donc c'est une enquête qui commence et on a un commissaire qui va enquêter avec un jeune policier dynamique qui est Vincent Cassel. Non, ce film est vraiment génialissime, mais je pense que tout le monde l'a vu. Donc, hop, suivant. On continue avec Nos jours heureux que je n'ai pas vu. Un film français avec Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Perry, Omar Sy et Jean Benguigui. C'est un film de Éric Toledano. Éric Toledano, est-ce que c'est pas le gars qui était avec Omar Sy, ça doit être lui, non? Dans les petites annonces, le téléphone, je sais plus quoi, pas les petites annonces, mais le téléphone. En tout cas, je le vois pas dedans. Olivier Nakache. Ah non, non, c'est pas lui du tout. Éric Toledano, je le vois là. Il joue le pizzaiolo. Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant 3 semaines dans l'univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clé. Dès le départ en train, les enfants sont ingérables. L'une a perdu sa valise, l'autre assomme tout le monde de questions. Ok, d'accord. Très bien. On continue avec Boîte Noire que l'un ou l'une d'entre vous m'avait conseillé il y a un moment déjà, il y a peut-être un peu plus d'une année, voire peut-être 2 ans, je ne sais plus. Et je l'ai vu sur Netflix. Boîte Noire, donc c'est une enquête autour d'un, on va lire, ce sera plus simple, technicien au PEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile. Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage, défaillance technique ou acte terroriste. L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va lui mener cette enquête. Bon, il y a des fautes, hein. C'est pas moi qui... Jusqu'où va le mener sa quête de vérité. Autant pour moi, c'est moi qui sais plus lire. Ouais, donc c'est une enquête très intéressante. C'est un gars qui va écouter les bandes sonores. À un moment donné, il va se dire, ah, il y a un petit truc comme ça, un petit problème quelque part. Et qui va s'accrocher, qui va s'acharner sur cette enquête. Et je n'en dirai pas plus. Mais c'était vrai, c'était une belle découverte. Alors entre l'autre qui a une scierie dans sa cave et les autres qui sont toujours en train de déménager quelque chose, ils font quoi? Je te jure, c'est un truc de ouf ici. Donc alors les figures de l'ombre, je l'ai vu également avec Kevin Costner. Aussi les figures de l'ombre. Donc ce film, il y a Kevin Costner, il y a Glenn Powell dedans, il y a Kirsten Dunst, c'est vrai. Dedans, c'est vrai, Kirsten Dunst, je me rappelle. Ce film narre la destinée. Autant pour moi. Ce film narre le destin extraordinaire au début des années 60 des 3 scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn.
maintenus dans l'ombre de leurs collègues masculins et dans celle d'un pays en proie à de profondes inégalités. Leur histoire, longtemps restée méconnue, est enfin portée à l'écran. C'est vrai que c'était très intéressant de savoir que la mise en orbite, c'était un calcul complexe et tout ça, et que c'est grâce à des femmes comme elle que ça a pu se faire. Et aussi on voit comme Kevin Costner qui se bat à un moment donné pour les aider parce que c'est très compliqué, rien que d'aller aux toilettes, à un moment donné elles sont obligées de traverser des zones immenses et tout ça. Bref, ça a été très très compliqué et c'était un film très intéressant sur ça, quoi. Voilà. On continue avec La prochaine fois je viserai le cœur. Je ne connais pas du tout ce film-là. Donc c'est avec Guillaume Canet, entre autres. À la fin des années 70, un tueur en série qui s'attaque aux femmes sévit en France. S'il ne les renverse pas à l'aide de son véhicule, il les vise en plein cœur avec une arme. Ok. Donc j'imagine que c'est un mec qui enquête où on suit le tueur en série, qui doit être Guillaume Canet. Ça me dit rien du tout, en tout cas. On continue à l'ouest, rien de nouveau. À l'ouest, rien de nouveau que je ne connais pas non plus. Apparemment c'est un film Netflix. Les acteurs je ne connais pas du tout non plus. 1914, la guerre éclate en Allemagne. Paul Baumer et quelques camarades incités par leur professeur s'enrôlent très vite dans l'armée, prêts à servir leur patrie. À peine engagé, l'esprit volontaire fait face aux désillusions. Leur instructeur, le caporal Himmelstoss, fait preuve d'un sadisme sans faille et les premières images du champ de bataille leur jettent la réalité de la guerre en plein visage. Ça doit être un film Netflix allemand, parce que je vois plein de noms allemands. Donc c'est un point de vue de l'Allemagne par rapport à la Seconde Guerre mondiale et certains qui se sont engagés. Non, c'est la Première Guerre mondiale, je suis con. En 1914, c'est la Première Guerre mondiale. Donc oui, là, la désillusion a dû être énorme. Là où nous, de toute manière, de notre côté, c'était forcé, on n'avait pas le choix. Ok, donc je n'ai pas vu. On continue avec Léon. Léon de Luc Besson. Donc je l'ai vu au cinéma à l'époque, en 94. C'est un super film de Luc Besson. C'est peut-être, j'ai envie de dire, le dernier vrai grand film de Luc Besson. Car le cinquième élément que j'ai vu aussi au cinéma m'avait beaucoup déçu. Quoiqu'aujourd'hui j'apprécie énormément le revoir. Mais c'est vrai que le cinquième élément, j'ai eu beaucoup de mal à aimer ce film-là. Donc ouais, pour ma part, Léon, c'est le dernier énorme film de Luc Besson, le dernier chef-d'œuvre pour ma part de Luc Besson. Je réfléchis, mais j'en vois pas d'autres. Et je te dis, le cinquième élément, pour moi, c'était particulier, quoi. Aujourd'hui, ça me fait bizarre de revoir Bruce Willis tout jeune, tout ça, tout beau, tout fringant, alors qu'il est malade aujourd'hui. Donc ça a un effet particulier, je prends beaucoup de plaisir à le voir aujourd'hui. Ceci étant, à l'époque, Bruce Willis, tu le voyais partout. Bruce Willis était la star du moment, tu le voyais dans tous les films. Et c'était pas, pour ma part, c'était pas le facteur qui faisait que ce film allait être exceptionnel. Bref, c'est vrai que j'avais été déçu. Après, aujourd'hui, j'ai un autre regard sur le cinquième élément, sans parler de chef-d'œuvre. C'est un film qui a beaucoup d'humour, peut-être un peu trop, mais il a beaucoup d'humour. Il est très bien, j'aime beaucoup. Après, moi, il y a toujours ce sentiment de déception que je l'ai vu au cinéma peut-être une ou deux fois en plus. J'ai dû peut-être le voir deux fois au cinéma. Et après, je l'ai revu après coup et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce sentiment de déception que j'ai traîné au fil des années, voire des décennies. Qui, même si aujourd'hui j'aime beaucoup ce film-là, j'adore le revoir, je peux pas parler de chef-d'œuvre. Donc pour moi, Léon est le dernier chef-d'œuvre de Luc Besson. Donc c'est une histoire d'un tueur à gages qui rencontre une fillette qui est en difficulté. Et la fillette tente de l'engager en fait d'une certaine manière. Et il va se prendre d'affection pour cette fillette et il va finalement l'entraîner à devenir une tueuse à gages en fait. Et puis j'en raconte pas plus, mais je pense que tout le monde connaît quand même. On continue avec Invincible, que je ne connais pas, que je n'ai pas vu.
Invincible, donc c'est avec Aya Don Hall Gleason, voilà. Don Hall Gleason, un acteur anglais, donc je connais par rapport à certains films. Les autres, je ne connais pas. Ça me dit rien. Leur visage me dit rien de tout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, victime d'une attaque, un bombardier de l'US Air Force s'écrase dans l'océan Pacifique avec à son bord 3 rescapés, parmi lesquels l'athlète olympique Luis Zamperini. Après une dérive de 47 jours dans un canot de sauvetage et la mort de l'un d'entre eux, les 2 survivants sont capturés par la marine japonaise et envoyés dans un camp de prisonniers. Ok. Je connais pas du tout. On continue avec Onoda, que je ne connais pas non plus. Un film apparemment japonais, Onoda. 10 000 Nights in the Jungle. 10 000 nuits dans la jungle. Donc c'est avec des acteurs japonais que je ne connais pas. Fin 1944, le Japon est en train de perdre la guerre sur ordre du mystérieux major Taniguchi. Le jeune Hiro Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. La poignée de soldats qui l'entraînent dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme, la guerre secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 minuit plus tard. Ouais, il s'est passé des trucs quand même horribles aussi là-bas au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, j'ai un livre là-dessus que j'ai toujours pas lu, mais j'ai pas trop envie de le lire non plus. Mais comment il s'appelle Haruki Murakami dans les chroniques de l'oiseau à ressort. On parle de certains événements qui se sont passés justement au Japon et c'était glauque. C'était très très glauque, franchement. Bref, on continue avec Ciao Pantin que j'ai vu, c'est un film des années 80 avec Coluche qu'on avait enregistré sur une VHS et c'est un film un peu sombre, noir où on a un pompiste joué par Coluche qui rencontre un marginal, un jeune joué par Richard Anconina. À l'époque il commençait à se faire connaître, Richard Anconina. C'est pas dans ce film là que moi je l'ai connu, c'est dans un autre film avec l'école. On avait été voir un film de Richard Anconina avec lui, je me rappelle plus du tout du titre. Et je crois que c'était son tout premier film, bon, peu importe. C'est un film assez sombre, il se passe pas grand chose de ce que je me rappelle, parce que je l'ai vu quand j'étais gamin la dernière fois. Et je n'aimais pas trop voir forcément Coluche dans un rôle sérieux comme ça, tu vois. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. À revoir aujourd'hui, mais je l'ai eu, même si je m'en rappelle vaguement aujourd'hui. On continue avec Sully, un film de Clint Eastwood sur le gars qui avait réussi finalement à faire atterrir un avion sur un fleuve. Ouais, c'est ça, sur un fleuve. À New York, non, c'était pas New York d'ailleurs. Donc c'est le miracle de l'Hudson. Le miracle de l'Hudson, ça va être le fleuve l'Hudson. Bon, c'était peut-être pas New York. Non, parce que New York c'est une île, je ne sais plus. Alors, le 15 janvier 2009, le monde a assisté au miracle sur l'Hudson accompli par le commandant Sully Sullenberg. En effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 passagers à bord. Cependant, alors que Sully était salué par l'opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l'histoire de l'aviation, une enquête a été ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa carrière. Il y a aussi un autre film comme ça avec Denzel Washington, tu vois, sur une histoire d'avion. C'est pas pareil, mais ça, à chaque fois, je ne cesse de penser à ce film-là avec Denzel Washington. Je me rappelle plus du titre, mais je crois que Denzel Washington c'était une fiction. Là, c'est basé sur des faits réels. On continue avec La French, avec Jean Dujardin que je n'ai pas vu. Je suis pas très fan de films français pour autant, même s'il y en a eu des très très bons. Pour moi, les derniers très très bons films français, ça reste vraiment les Luc Besson. Il y en a un autre qu'on va voir un peu plus tard d'ailleurs.
Les rivières pourpres, tout ça. Et après, plus récent, il y avait Bienvenue chez les Ch'tis que j'ai vraiment bien aimé. Et L'amour ouf, très très récent, que j'ai vraiment vraiment bien aimé. À revoir quand même, mais j'avais vraiment bien aimé ce film là. Même si les musiques étaient un peu bizarres, parce que tu avais des musiques de New York 97 dans L'amour ouf. Parce que New York 97, c'est un film que je connais par cœur, et les musiques aussi. Et d'avoir entendu des musiques de New York 97 dans L'amour ouf, ça m'a fait. Et après, j'ai regardé le générique de fin, et bah c'était bien les musiques de New York 97. Oui, ouais, c'est très bizarre. Ce mélange a été très bizarre, mais sinon, ça a été, je pense, le dernier film français où je peux dire, ouais, c'est un super film quand même. Donc La French, Marseille, 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il décide de s'attaquer à la French Connection, une organisation mafieuse qui exporte l'héroïne dans le monde entier. Ok, d'accord. On continue avec un autre film français, Police. Police, je connais, mais non, j'ai jamais vu. Ça m'intéresse pas du tout. À Paris, Mélissa, une photographe, vient effectuer un reportage sur la brigade de protection des mineurs, la BPM. Inceste et pédophilie, maltraitance et enlèvement, prostitution adolescente, misère ordinaire, mariage forcé. En contrepoint à ces tragédies quotidiennes s'enchaînent aussi des événements personnels pour des flics sous tension, entre fou rire et coups de gueule. Fred et Mélissa tombent amoureux, Nadine divorce et puis regrette. L'anorexie et la solitude d'Iris s'aggravent. Ok, bon, le synopsis, c'est le synopsis de Google. C'est pas terrible, mais bon, c'est quoi qui a fait chpout là? Il y a un truc qui a fait chpout. Il y a un truc qui tombe, il y a une figurine qui est tombée. Il y a un truc qui a craqué. On continue avec Invictus de Clint Eastwood, je crois. Oui, c'est de Clint Eastwood aussi. Et avec Morgan Freeman et Matt Damon. Je l'ai vu. C'est sur Nelson Mandela. Voilà. C'est un film sympathique. C'est pas un film qui est très négatif en soi. Mais tu te rends compte à quel point le pauvre gars il a passé quand même pas mal de temps en prison. Voilà quoi. Mais bon, à l'issue de la chute de l'apartheid, le président Nelson Mandela, récemment élu, est confronté à une Afrique du Sud qui est racialement et économiquement divisée. Bon voilà, c'est l'histoire de Nelson Mandela, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. On continue avec La Ligne Verte. Donc c'est un récit de Stephen King. Et je l'ai vu. Et dans le genre récit de Stephen King, avec le même réalisateur je crois que Les Évadés aussi. J'ai préféré comme Les Évadés. Celui-là, bizarrement, j'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai pas plus aimé que ça. Il y en a beaucoup qui adorent ce film-là. Ouais, par le réalisateur des Évadés. Il y en a beaucoup qui adorent ce film-là. D'une histoire de Stephen King. Mais moi, je préfère largement Les Évadés. Moi, Les Évadés m'a marqué, tout un truc de fou. La Ligne Verte, ça m'a laissé vraiment froid en fait. J'ai pas été touché par La Ligne Verte. J'ai pas pleurniché comme ça, ou pleuré. Non, j'ai pas du tout été touché par La Ligne Verte en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a jamais touché ce film-là. Puis voilà, c'est triste encore, j'ai jamais été peiné par ce film-là. C'est un film intéressant, mais voilà, c'est un film intéressant. Ah, on s'arrête pas de craquer, c'est un truc de fou. C'est un film intéressant, mais personnellement, il m'a moins touché, fasciné, envoûté que Les Évadés. Donc, Paul Edcombe, pensionnaire centenaire d'une maison de retraite et hanté par ses souvenirs, gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain en 1935 en Louisiane, il était chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales au bloc E, la ligne verte, en s'efforçant d'adoucir les derniers moments des condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du nom de John Coffey, accusé de viol et du meurtre de 2 fillettes. Voilà. Ouais, t'avais Sam Rockwell qui jouait un fou furieux à côté dans la prison à côté, enfin dans la cellule à côté.
David Morse qui jouait un des surveillants logiquement. Doug Hutchinson, il est méconnaissable sur la photo, mais je crois que c'est le gars qui joue dans... On le voit dans... c'est le mec qui joue Doom. Non, c'est quoi? C'est pas Doom le nom. Enfin, il joue un personnage dans X-Files. Et je crois que c'est Doug Hutchinson. Et son personnage, c'était quoi? Il a un nom, ce personnage un personnage caoutchouc comme Luffy, tu vois. Il est caoutchouteux, il se faufile dans les conduits d'aération, tu vois. Et c'est celui-là, et lui il joue aussi un pénitencier. Un gars qui surveille tout ça, mais c'est un salopard, quoi. Ouais, c'est un film intéressant quand même. On continue avec un film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven. Alors bizarrement, je vais dire bizarrement, je l'ai pas vu au cinéma. Quasiment sûr, je l'ai pas vu au cinéma. Je dis bizarrement parce que j'allais voir quasiment tout au cinéma et passer à côté un film de Ridley Scott. Après Gladiator d'ailleurs. C'est celui qui l'a fait après Gladiator. C'est bizarre que j'ai pas été le voir au cinéma, je sais plus pourquoi. Donc je l'ai vu après coup en DVD. Et j'avais pas plus aimé que ça. Je trouvais décevant comparé à Gladiator. Et à revoir aujourd'hui, voir la version longue aussi, parce que je sais qu'il y a une version longue. Mais après la version longue de Gladiator, je l'aime pas forcément. Je préfère la version cinéma. Et Ridley Scott et les versions longues. Il y avait Robin des Bois, la version longue de Robin des Bois était meilleure que la version normale. Parce que la version normale, c'est pareil, c'était pas terrible. Non, je crois que c'est Robin des Bois, le film qu'il a fait après Gladiator. Et j'ai pas dû aller le voir au cinéma celui-là. Alors pourquoi j'ai été déçu? Vraiment déçu. Peut-être que je l'ai vu au cinéma, oh non, ça m'étonnerait. J'ai dû le voir en DVD comme celui-là aussi, après coup. Donc bah c'est là, comment ça s'appelle? Je vais lire le synopsis, c'est plus simple. Quelque part dans le royaume de France en 1186, Balian, jeune forgeron accablé par l'existence, apprend qu'il est le fils de Godefroy d'Ibelin. Mais cette noble lignée le contraint de se rendre en Terre Sainte pour défendre Jérusalem reconquise. Une fois en Palestine, il s'initie à l'art de la guerre et aux intrigues politiques grâce à l'aide de Tibériade, le puissant conseiller militaire du roi. Voilà, c'est sur les croisades en fait. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est sur les croisades. On a Edward Norton, on a Liam Neeson, Orlando Bloom, que j'aime beaucoup comme acteur, Eva Green, Jeremy Irons et David Thewlis. Il a une tête connue, il a joué dans pas mal de trucs, mais après c'est vraiment que des seconds rôles. On continue avec Brothers avec un F. Alors je connais ce film là, je l'ai jamais vu, j'aime beaucoup les acteurs en plus. Et c'est vrai que c'est un film qu'il faudrait quand même que j'essaie de voir à l'avenir. Donc Sam et Grace forment un couple parfait et sont les parents de 2 petites filles. Sam est envoyé par l'ONU en mission à l'étranger et confie à Tommy, son frère tout juste sorti de prison, le soin de s'occuper de sa famille. Lorsque Sam est porté disparu et présumé mort, Tommy et Grace se rapprochent contre toute attente. C'est alors que Sam revient du front. Ouais, bah c'est une histoire très basique, hein. Ça me rappelle Pearl Harbor, bizarrement, dans le même genre, Pearl Harbor. On continue avec Le Mans 66 que j'ai vu. C'est un biopic, hein, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un biopic sur Ford, où on demande à un ancien champion du Mans de concevoir une voiture qui serait capable de battre les Ferrari qui étaient... Et donc il y a 2 gars là, tout ça, ils vont... c'est très passionnant et tout ça. Je me rappelle plus comment ça se termine. Est-ce que ça se termine mal ça? Je me rappelle plus. Je confonds aussi avec un autre film mais sur les avions. Mais c'est un super film, ouais, très très bon film. Le designer automobile américain Carroll Shelby et le pilote britannique Kevin Miles luttent contre les ingérences des entreprises, les lois de la physique et leurs propres démons pour construire une... Ouais, bon, c'est un synopsis encore tout grave. Je pense que j'ai raconté, hein.
tiens, à revoir. C'est un film à revoir quand même, avec de très bons acteurs. On continue avec le fabuleux destin d'Amélie Poulain que je n'ai pas vu au cinéma et que beaucoup ont été voir. Je me rappelle des gens qui sortaient de la salle de cinéma qui disaient « Oh, ce film-là est merveilleux, ça donne envie d'être amoureux, amoureuse et tout ça. » Moi j'étais là, j'ai et en fait, autant j'ai pas forcément plus apprécié que ça le film la première fois que je l'ai vu, en DVD peut-être, ou en location. Autant avec le recul, je trouve que c'est un super film, un chef-d'œuvre du cinéma français, une comédie romantique vraiment légère, sympathique et très très feel good. Et c'est un bonbon encore aujourd'hui. Et voilà. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit sa vie de façon légère et particulière. Donc elle rencontre un gars qui récupère des trucs de photomaton sous les... elle trouve ça bizarre. Donc elle est curieuse et tout ça. Et ce gars-là, il fait tomber un classeur où t'as plein de photos de photomaton. Et dedans, il se pose des questions sur un gars. C'est bizarre, qui prend des photos, qui fait toujours la gueule. Et donc elle va enquêter tout ça. Et finalement, va se créer une histoire d'amour, de fascination. Donc c'est rigolo, c'est léger, c'est sympathique. C'est avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz. Voilà, entre autres. On continue avec Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg. Malheureusement. Alors je dis malheureusement parce que c'est vraiment... C'est le genre de film de Spielberg que j'ai pas envie de voir en fait. Alors je l'ai vu. C'est une histoire vraie. D'un poster sûrement exagéré, j'imagine. Et en fait, c'est pareil, c'est l'époque où DiCaprio et Tom Hanks, ça va, j'aimais bien, mais DiCaprio, j'en avais marre. Tu le voyais partout. C'était insupportable, je trouvais surcoté ce gars-là. Même si aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup mieux. Et j'apprécie son talent. Mais j'en avais tellement marre. Et le film, je l'ai pas trouvé extraordinaire ni si intéressant que ça, en fait. Voilà, donc. Frank Abagnale Jr. croyait vivre dans une famille stable. Lorsqu'il apprend que ses parents ont décidé de divorcer, il ne supporte pas la situation et, sous le choc, fugue. Bien vite confronté aux réalités de la vie en solitaire, il tente de s'insérer mais découvre qu'il est plus facile d'endosser de faux chèques que de travailler. Il prend l'identité d'un pilote de ligne et mène la belle vie. Un agent du FBI opiniâtre le suit à la trace en espérant un jour le coincer. Donc c'est comme un gars qui avait des facultés d'adaptation et qui était très intelligent. J'imagine qu'il avait un QI énorme car il pouvait prendre différentes identités mais sans apprendre, sans avoir fait d'études ou quoi que ce soit. Il pouvait piloter des avions, il pouvait opérer des gens, je crois, à un moment donné il doit opérer des gens. Bref, c'est une histoire intéressante. Hein. Après le voir en film de la part de Spielberg, c'est pas un truc... voilà. Ah bah c'était le dernier apparemment. Attends, c'était le dernier. Bon bah on va compter les points. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sur 20. Voilà, 12 sur 20, j'ai relevé le défi haut la main. Donc toi, si t'as fait 11 sur 20, t'as relevé le défi aussi haut la main. Et si t'as fait 13 sur 20, tu as relevé le défi par rapport à moi et tu m'as battu. Donc voilà, il reste plus qu'une liste pour la semaine prochaine et ça sera terminé pour cet été en tout cas. Peut-être que ça reviendra plus tard. On verra où, de façon plus rare on va dire, sur différents sujets. Je te proposerai des différents défis, peut-être mélanger films, jeux vidéo, musique, tu vois. On verra. Mais ça reviendra de temps en temps comme ça seulement. Donc on se dit donc à la semaine prochaine pour le dernier défi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager tes résultats. Il n'y a pas de souci, même si tu n'as pas fait un super score, on peut pas avoir tout vu. Moi regarde, j'ai pas réussi à relever plein de défis des abonnés. Et je suis content que les derniers défis j'arrive à les relever. Je suis assez content quand même. Donc voilà, allez, à plus.